De la mi-journée à la une de l'actualité de ce lundi. Fin de l'année amère pour certains enseignants de plusieurs provinces de la RDC. Ces professionnels de la CRE ont été privés de leur salaire pendant ces moments festifs. Face à ces non-paiements, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique hausse les tons et exige un déblocage immédiat sous peine de sanctions contre le responsable de ces retards. Jean-Pierre Liaou l'a dit aux opérateurs de la paye. Le détail à suivre au début de ce journal. Également, au sommaire des votes 13h30, c'est l'une des images qui restera de cette CAN 2025. Michel Kouka dit Lumumba Veya. Ses supporters des Léopards de la RDC habillés aux couleurs du drapeau, bras droits levés, restent debout, immobiles et silencieux pendant 90 minutes. Cette posture calquée sur la statue du héros national Patrice Lumumba fascine les gradins, les tribunes et les réseaux sociaux. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, fin de l'année amère pour certains enseignants de plusieurs provinces de la RDC. Ces professionnels de la CRE ont été privés de leur salaire pendant ces moments festifs. Face à ces non-paiements, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique hausse les tons et exige un déblocage immédiat sous peine des sanctions contre le responsable de ce retard. Jean-Pierre Liaou l'a dit aux opérateurs de la paye. C'était en présence de la ministre des tutelles et le syndicaliste du secteur, Nadine Kiloche, Cédric Kinina et Moki Malou nous en parlaient. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé ce samedi 3 janvier 2026 une importante réunion en présence de la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, des représentants du banc syndical et des opérateurs de paye. Plusieurs informations concordantes nous sont parvenues faisant état de retard enregistrés dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État dans certains coins du pays. Parmi ces agents, les enseignants sont particulièrement concernés. Notre devoir est dès lors de pouvoir examiner la situation avec tout le sérieux possible et voir quelles sont les dispositions qui doivent être très rapidement prises afin de pallier très rapidement à ces soucis. Au terme des travaux, il a été établi que le fonds nécessaire au paiement des enseignants pour l'année 2025 ont bien été décaissés. Toutefois, des lenteurs persistent dans certaines provinces dans le circuit de paye. Le gouvernement a donc exigé que les opérateurs procèdent au paiement complet des salaires dus dès les débuts de la semaine. Des sanctions judiciaires sont envisagées en cas de non-respect de cette directive. Alors, la paye s'est déroulée normalement jusqu'au 31, aussi jusqu'aujourd'hui. Et tous les opérateurs ont été actifs. Bien malheureusement, il y a quelques seulement opérateurs où ça n'a pas pu marcher avec le secteur de Dinakopé. Et l'instruction du vice-premier ministre, c'était que ces opérateurs devaient s'acquitter du devoir de la paye des enseignants, particulièrement dans les délais. Nous demandons aux enseignants, dès la semaine prochaine, ils vont toucher leur salaire. Et surtout, pour le problème de délocalisation, nous aurons un atelier d'évaluation au courant de ce mois de janvier pour voir comment délocaliser aussi des effectifs auprès des opérateurs là que nous trouvons qui ne sont pas vraiment actifs. Le gouvernement s'est engagé à assurer le suivi rigoureux de l'exécution de cette mesure afin de garantir une reprise des cours dans la sérénité et le respect des droits des enseignants sur toute l'étendue du territoire national. L'éclat de la révolte a sonné il y a 67 ans, le 4 janvier 1959. Deux émeutes éclatées soudainement à Léopoldville, alors capitale belge, pour réclamer l'indépendance de la RDC. La répression fut très dure et sanglante. Hier, la RDC a commémoré ses douloureux anniversaires de martyrs de l'indépendance. À travers cette chronique, Sandra Nyangui nous replonge dans l'histoire de cet événement qui a accéléré la marche vers l'indépendance. Kinshasa, 4 janvier 1959, ce dimanche-là, la capitale du Congo belge bascule. Des rues de Kelamu aux abords de Imka, la colère populaire explose face à l'interdiction d'un meeting politique. La répression est brutale, le sang coule, les martyrs tombent. En quelques heures, Léopoldville force l'histoire. Le combat pour l'indépendance congolaise vient de franchir un point de non-retour. Cette date restera à jamais gravée dans la mémoire collective congolaise comme la journée des martyrs de l'indépendance. Ce dimanche-là, l'Alliance des Bakongo, Abako,
parti politique majeur dirigé par Joseph Kasavubu, avait prévu d'organiser un meeting populaire sur la place de Limca, dans la commune de Kalamu, pour répondre au succès du mouvement national congolais MNC de Patrice Emery Lumumba et galvaniser les aspirations indépendantistes. Mais les autorités coloniales belges, craignant une explosion de colère, interdisent la réunion et intimident les organisateurs en menaçant des lourdes sanctions. Interprétant cette mise en garde comme une interdiction pure et simple, les dirigeants de la BACO tentent de reporter l'événement. Cependant, dès le matin du 4 janvier, des milliers de Congolais se rassemblent spontanément devant l'IMCA, déterminés à faire entendre leur voix. Kasavubu lui-même arrive sur place et, dans un bref discours, annonce que le meeting ne pourra avoir lieu à cause de l'interdiction, mais appelle la foule à garder espoir et à continuer la lutte pour l'indépendance immédiate. La tension monte. À l'extérieur du stade de Roi-Baudouin, d'autres milliers de jeunes viennent des tribunes après un match de Vita Club contre Mikado où la défaite de leur équipe attise encore davantage la foule. Au croisement avec les manifestants de la BACO, la colère se transforme en émeute. Des barricades sont dressées, des pierres sont lancées vers les symboles de l'autorité coloniale. Commerce européen, bâtiments officiels, véhicules deviennent des cibles d'une hostilité qui déborde en violence. La force publique coloniale réagit avec une répression brutale. Tirs à balles réelles, arrestations massives et dispersions forcées plongent la ville dans un chaos. Selon les chiffres officiels de l'époque, au moins 49 personnes trouvent la mort ce jour-là, bien que les nombreuses sources congolaises évoquent un bilan plus lourd. Durant 3 jours, du 4 au 7 janvier, Kinshasa est le théâtre d'une colère populaire sans précédent, avec des affrontements qui s'étendent dans plusieurs quartiers. Ces émeutes de janvier 1959 sont rapidement perçues non seulement comme une protestation contre l'interdiction d'une réunion politique, mais comme un cri national pour l'autodétermination. L'impact politique est immédiat. 9 jours après ces événements, les autorités belges annoncent une ouverture vers une indépendance future du Congo qui sera officiellement proclamée le 30 juin 1960. Depuis lors, le 4 janvier est célébré chaque année en République démocratique du Congo comme la journée des martyrs, jour férié et symbole du courage et du sacrifice du peuple congolais dans sa lutte contre le colonialisme. Le 4 janvier n'est pas qu'une date figée dans les manuels historiques, c'est un appel. L'appel d'une jeunesse d'hier qui a osé braver la peur pour proclamer la dignité et la liberté. À la jeunesse congolaise d'aujourd'hui revient la responsabilité de transformer cet héritage en engagement, défendre la paix, refuser la résignation, bâtir une nation juste et unie, car l'indépendance conquise dans le sang ne se célèbre pas seulement, elle se protège chaque jour par le patriotisme et l'action. La journée nationale dédiée aux martyrs de l'indépendance a été aussi célébrée au terrain municipal de Ndjili avec le mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Parmi les invités de marque à cette cérémonie, la députée nationale Brigitte Nkembi qui a sur place fait un don d'épanne, nous dit Gaëtan Magalano dans son reportage. Le 4 janvier, journée dédiée aux martyrs de l'indépendance commémorée au terrain municipal de Ndjili avec le mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Plusieurs personnalités prennent part à cette célébration, notamment le représentant légal, l'épouse du feu Monan Semi, le président de Bundu Dia Mayala et d'autres personnalités venues du quatre coins de la RDC. L'histoire de la RDC prêchée ici soutient au président Félix Tshisekedi ainsi qu'aux institutions du pays exprimées toutes en dénonçant l'agression rwandaise sur le sol congolais. Dans son mot de circonstance, Brigitte Nkembi, députée nationale, a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire de martyrs. Elle a ensuite rendu hommage
appuyé au chef de l'État avant de rappeler l'importance historique et symbolique du 4 janvier pour le membre du Bundia Congo et le Congolais en général. L'élu national a ensuite salué l'engagement social et humanitaire du gouverneur André Ouamesso, également porte-parole des Bénin Congo, soulignant son attachement constant à la cause de femmes veuves à travers la fondation André Ouamesso. Donc les gens sont venus de partout pour célébrer cette journée et je suis contente. Vous êtes sans ignorer que son Excellence André Ouamesso, qui avant même qu'il ne soit venu de la Banque centrale, il avait déjà sa fondation André Ouamesso qui porte son nom et il est déjà dans les œuvres humanitaires. Eh bien, il a voulu que je puisse apporter le pain comme à ma veuve. De son côté, Mbuta Luyindula, responsable spirituel du Boudoudia Congo à Kinshasa, a rappelé la portée historique et spirituelle de cette commémoration pour le mouvement, tout en remerciant la députée nationale et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le drapeau de l'RDC flotte désormais au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'RDC a fait son admission depuis le 2 janvier dernier, une entrée qui démontre la puissance de l'RDC sur la scène internationale. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit lors de son dernier discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Retour sur cet extrait du discours du chef de l'État. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, la paix ne se défend pas seulement sur nos collines et nos frontières, elle se défend aussi dans les salles de négociation, dans les organisations internationales et au cœur des grandes décisions qui structurent le monde. À ce titre, 2025 a vu se confirmer une réalité désormais incontestable. La voix de la République démocratique du Congo compte à nouveau dans le concert des nations. En effet, dans le prolongement de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773, notre pays a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027 avec 183 voix sur 187 après avoir rejoint quelques mois auparavant le Conseil des droits de l'homme à Genève et accéder à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au plan régional, la République démocratique du Congo a pris en novembre 2025 la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. À l'issue du 9e sommet ordinaire tenu ici même à Kinshasa avec pour mandat de relancer la mise en œuvre du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour notre pays et pour la région. Ces responsabilités attestent que la République démocratique du Congo s'affirme désormais comme une puissance d'influence et de proposition, appelée à peser sur les décisions majeures qui façonnent la paix, la sécurité, les droits humains et le développement en Afrique comme à l'échelle mondiale. Notre diplomatie régionale s'est également intensifiée au sein de la SADC, de la CEEAC et de l'EAC, du COMESA et de la ZLECAf. Partout, nous affirmons une ligne claire. La paix dans les Grands Lacs est la condition non négociable de la prospérité du continent, une paix fondée sur la justice, portée par la vérité et garantie par le respect de notre souveraineté.
Autre titre annoncé à l'ouverture de ces journaux, c'est l'une des images qui restera de cette CAN 2025. Michel Kouka dit Lumumba veille à ses supporters des léopards de la RDC, habillés aux couleurs du drapeau, bras droits levés, restent debout, immobiles et silencieux pendant 90 minutes. Cette posture calquée sur la statue du héros national Patrice Lumumba fascine les gradins, les tribunes et les réseaux sociaux. Gaëtan Magalala. Bras levés, regard figé, Michel Nkunka a captivé le regard pendant 90 minutes. Figé comme une statue vivante, il est devenu l'image forte du soutien indéfectible de Congolais à leur équipe nationale. Dans le gradin, sa posture unique a attiré le projecteur de médias internationaux. De selfies par dizaines, ici entouré de compatriotes fiers, l'a imité par d'autres supporters africains. Michel, plus qu'un fan, un véritable ambassadeur populaire. Les amis, je pense qu'on a trouvé la star de cette CAN, en la personne du sosie de Patrice Lumumba. Sa source d'inspiration, Patrice Emery Lumumba, héros national congolais dont il porte l'image et l'héritage. Oui, Patrice Lumumba, j'ai choisi Patrice Lumumba parce que c'est un modèle de courage et modèle de liberté. Assassiné le 16 janvier 1961, Lumumba sera commémoré dans tout le pays dans quelques jours. Une figure de fierté que Michel Nkunka fait rayonner au cœur du plus grand événement sportif africain. Entre ferveur footballistique et mémoire politique, la RDC affirme son identité, sa passion et sa présence sur la scène internationale. J-1, les Léopards affrontent le Fennec d'Algérie déjà demain pour le 8e de finale de la CAN 2025. La ville de Lubumbashi est déjà debout pour pousser le 11 national à la victoire. C'est le moins que l'on puisse dire à ce niveau pour ce mécène sportif, le choix passionné du Congo qui a, comme à l'accoutumée, réuni les nombreux partisans fatigués dans son quartier général de Lubumbashi. Question à l'issue du match face aux zèbres botswanais, les féliciter, faire un bilan à mi-parcours et bien entrevoir la suite de la compétition avec les 8e de finale qui se profilent à l'horizon contre les Fennecs algériens. À cette occasion, le tonitruant Kalimouyi a aussi encouragé le premier sportif congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle de mettre le 11 national dans des conditions optimales au cours de ce tournoi. Tout un symbole, souligne Kalimouyi, enfin de renforcer l'unité et la cohésion nationale tout en rappelant la progression dans le jeu, la solidité mentale, voire la maîtrise collective des léopards qui ne souffrent d'aucune faille. Maintenant que l'objectif étant atteint, la RDC poursuit son bonhomme de chemin, confie Kalimouyi et le message est lancé à tous les adversaires qui sont prévenus, comme ce fut le cas contre le Bénin, le Sénégal, le Botswana et bientôt l'Algérie. Les léopards ne visent que le Graal. L'RDC s'impose dans le mécanisme africain de prévention des conflits. Le PDDRCS a marqué sa présence au séminaire régional de Bujumbura, séminaire dédié à l'analyse des conflits sous l'angle des droits humains. Et c'est son coordonnateur qui a porté la voix de l'RDC à ces travaux, nous dit Peggy Mukunda dans ses commentaires. La paix durable ne se décrète pas. Elle se construit par des communautés protégées et politiques publiques fondées sur la dignité humaine. Tel est le message clé lancé par les partenaires régionaux et internationaux des pays d'Afrique centrale, membres de l'Union africaine, à l'issue du séminaire régional des renforcements des capacités sur l'analyse des conflits et l'intégration des droits de l'homme dans l'alerte précoce qui s'est tenue dernièrement à Bujumbura, au Burundi. La République démocratique du Congo a été représentée à travers son programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS.
L'expérience congolaise du terrain à la stratégie régionale représentée par les coordonnateurs nationaux du PDDRCS Jean Dédié Désiré Mtangatita. Cette expérience qui démontre que la sortie durable des violences armées passe par une articulation étroite entre désarmement, réintégration communautaire, restauration de l'autorité de l'État et protection effective des droits humains, en particulier ceux des enfants et des groupes vulnérables. L'amélioration des mécanismes nationaux de dialogue et l'institutionnalisation de l'approche droits humains dans toutes les politiques de prévention des conflits, l'une des recommandations formulées à l'issue de ces séminaires régionaux pour la prévention des conflits par les droits humains, à savoir que ces orientations s'inscrivent pleinement dans la vision portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, visant à faire du PDDRCS un instrument central de paix. Kinshasa a accueilli une conférence débat centrée sur la gestion des conflits et la consolidation de la paix, conférence à laquelle a participé le ministre délégué à la Défense nationale. Eliezer Tamboué a insisté sur l'urgence de résoudre les tensions pour stabiliser le pays. Serge Merlemat nous en parle. Il a été question au cours de cette rencontre de partager l'expérience entre les différents participants sur la situation de conflit et les actions concrètes à mener en vue de la résolution du conflit et la construction de la paix. Premier à prendre la parole, l'élu d'Ngalema, le député provincial de Kinshasa, Nicolas Wemakoy, s'est apaisanté sur les sortes de conflit, les causes principales ainsi que les modes de résolution. Parmi les figures convient les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants et étaient de la partie, également spécialistes en gestion de conflits. Eliezer Tamboué a pour l'occasion expliqué la dimension théorique des conflits partant de la définition même du concept conflit selon l'entendement de tous. L'objectif principal de cet exercice d'échange interactif a été clair. Nous vivons avec les conflits, ils sont inhérents à la vie. Mais cependant, nous devons transcender. Au lieu de vivre avec, nous devons le résoudre. L'objectif de la conférence était d'amener le peuple congolais à s'approprier la résolution pacifique des conflits, parce que c'est ça qui va nous amener au développement. C'était dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette conférence débat bien avant la présentation et la remise des brevets à quelques membres. La coordination nationale de l'école de l'action commune pour la République. La police nationale du secteur de Gombari, dans le Haut-Souélé, dotée des nouvelles motos, des engins roulants remis pour faire face à la montée d'insécurité dans cette partie du pays. C'est un don du gouverneur. Profitant de son passage dans le secteur Gombari le mardi 30 décembre dernier, est très préoccupé par les rapports faisant état de la montée en puissance de l'insécurité dans cette partie du territoire de Ouattara. En cette période de festivités, le gouverneur Jean-Baptiste Gambou a remis par le truchement du commissaire provincial un lot de motos à la police nationale congolaise locale, tout en donnant des instructions fermes pour bien assurer la couverture sécuritaire dans l'entité. Jean-Baptiste Gambou exhorte la population à bien collaborer avec les forces de l'ordre pour la réussite des patrouilles. Le président Félix dit toujours qu'il nous faut aimer les Congos et les Congolais. Quand on aime les Congos, on aime les Congolais, on aime également son frère ou sa sœur congolais, on ne peut pas poser des actes qui remettent en cause l'existence même du pays. Pour la sécurité des personnes et de leurs biens, nous avons remis à la police nationale congolaise les motos afin que la police ait les moyens de se déployer sur cet axe Gombari, Moku, Wanga, où on a enregistré des cas d'insécurité dans les semaines passées. Et surtout, grand merci au président Félix Antoine Tshisekedi qui s'est personnellement investi, impliqué pour que ces jours arrivent.
que cette cérémonie s'est déroulée en présence, entre autres, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, ceux du comité provincial de sécurité, ainsi que des autorités coutumières, sans oublier une marée humaine en liesse. Coup de pinceau par-ci, plantation des plantes et installation des poubelles par-là. Le centre hospitalier universitaire du cinquantenaire reprend petit à petit son éclat. Un entretien minutieux piloté par le directeur des cabinets au ministère de la Santé publique et quelques membres du comité de gestion de cet hôpital. Les images avec Rodé Panda. Maintenir les centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire dans un état éclatant comme au premier jour de son inauguration, en tout cas, c'est la détermination affichée par ses responsables sanitaires. Le docteur Romer Mouboyaï, directeur des cabinets du ministre de la Santé publique, le docteur Jeff Ntalaja, coordonnateur de cet hôpital, les médecins directeurs, le docteur Willy Kabongo, chacun avec un outil de travail pour assainissement, ont voulu marquer la date du 4 janvier 2026 d'une empreinte inoubliable avec une pensée réservée à nos martyrs de l'indépendance. De nouvelles fleurs, les plantules bien disposées et soigneusement plantées, le mur en train de recevoir une couche de rafraîchissement, les poubelles disposées partout pour y placer les déchets ramassés. Tous ces grands responsables, l'ensemble du personnel de cette formation médicale et leurs dirigeants, ainsi que les autres anonymes mobilisés comme un seul homme derrière le comité de gestion installé récemment par le ministre de la Santé. Ils ont prêché par l'exemple la motivation dévoilée tour à tour par le coordonnateur et le DIRCAB du ministre. Nous faisons en sorte que la population se rappelle de cet hôpital pour la qualité des soins et l'accessibilité des soins qu'on va y trouver, pas simplement par rapport au service post-mortem. Vous verrez des gens qui porteront ce t-shirt tous les jours dans cet hôpital. Quand tu jettes un papier, on viendra t'appeler que tu as ramassé ton papier. Et ça sera du dehors en dedans. Je pense que cette propagation doit suivre aussi toutes les parcelles qui sont aux alentours de nous. Il faut que la population ait cette mentalité-là. Construire, c'est une chose, entretenir en est une autre. Le goût du bien doit demeurer le stimulus quotidien pour garantir la protection de ces bijoux hospitaliers de renommée internationale. Plus de 250 jeunes seront déployés dans les rues de la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, pour les travaux d'assainissement des quartiers et avenues. Ceci dans le cadre d'une vaste opération d'assainissement lancée par la maire de la ville. Ces jeunes ont été recrutés par la FOGECA, nous précise Cédric Kenina. Kananga s'est refait une beauté grâce à sa jeunesse. Dans un élan citoyen et écologique, plus de 250 jeunes ont été recrutés par la FOGECA avec l'appui de la Fondation Barnabé Mouakadi pour lancer une vaste opération d'assainissement, une initiative saluée par les autorités locales et portée par une vision de développement durable. C'est à la place de la nation, face à la gare centrale de la SNCC, que Madame le maire de Kananga a donné le coup d'envoi de cette opération. Un geste fort salué par les autorités locales. La propreté de cette ville est le devoir de tout un chacun. Vous voyez aujourd'hui nos jeunes qui sont devant nous, qui vont s'engager à mettre cette ville propre. Vous aussi, en tant que population, respectez le travail de ces jeunes. Il a amené ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment faire face à ces problèmes. Je tiens à vous remercier et je vous promets que nous allons vous accompagner tout au long de ce travail et de cette initiative que vous venez de prendre aujourd'hui. Le président de la force de génie congolais pour l'avenir, Génie Kandé, a rassuré ces jeunes bénéficieront d'une prise en charge mensuelle, preuve de l'engagement social. Mais ce n'est qu'un début.
D'autres projets d'envergure sont annoncés, notamment la plantation d'arbres pour revêtir les Kasaï centrales et lutter contre le changement climatique. À Kananga, une jeunesse engagée devient actrice de développement. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation séjourne à Kananga, dans la province du Kasaï central. Sur place, André Mbata a appelé la population à rester derrière le chef de l'État pour gagner la guerre d'agression rwandaise sur le sol congolais. Robert Ndaye. C'est ce 4 janvier 2026, autour des 13h30, heure locale, que l'avion transportant le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betukoumi Soumango, s'est posé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. 4 janvier, date historique qui coïncide avec les souvenirs de martyrs qui ont perdu la vie dans la lutte pour la paix. Au pied de l'avion, le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou, avec le membre du comité provincial de sécurité, le professeur André Mbata Betukoumi Soumango, est accueilli avec des honneurs dus à son rang. Une longue file d'attente l'attend pour serrer la main du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Des chants, danses, cris de joie, témoignant du soutien envers le porte-parole de l'Union sacrée de la Nation, surtout après la promulgation de la loi créant l'ordre national du Léopard, une première pour un député de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation a exprimé sa gratitude envers la population pour cet accueil chaleureux qui restera gravé dans sa mémoire. Si on était revenu avec le président, on n'allait pas nous jeter des pierres parce que le travail est en train de se faire. La route de Kanamba-Mbouji, tous les projets sont en marche et le président de la République est déterminé à les aboutir dans l'intérêt de la population du Kasaï central qui a toujours voté massivement pour le chef de l'État. Il a invité la population de Kananga à rester vigilant face aux menaces sécuritaires qui pèsent à l'est de la République démocratique du Congo. Avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette guerre prendra fin, a-t-il martelé. La charte adoptée lors du congrès fait du gouverneur de province le président du conseil provincial de l'Union sacrée. Demander à cette province de rester soudée derrière le président de la République, chef de l'État, et dire à cette province de ne pas désespérer. Tous les projets que le président, qui est un homme de parole, il a promis, nous allons les réaliser. Et même cette guerre de l'Est qui nous est menée par le président Kagame, chef de cette guerre, nous la gagnerons. Cet accueil en ce 4 janvier 2026, date de martyr, constitue un moment fort qui rappelle l'importance de l'unité face aux défis sécuritaires. La dynamique pour la transformation du Congo continue de rallier les forces vives du Kasaï. Le samedi dernier, des nouvelles figures, dont Marcel Mbumba, ont officiellement rejoint le rang du parti à Chikapa. Marcel Mbumba rejoint la dynamique pour la transformation de Théodore Kazadi, vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Les désormais membres du Parti dynamique pour la transformation du Congo, DTC, Marcel Mbumba a officiellement signé son adhésion auprès des responsables de ces partis membres de l'Union sacrée de la Nation. Une personnalité influente de la province du Kasaï, acteur politique de première classe, son adhésion à cette formation politique ce samedi 3 décembre 2026 au siège national de la DTC à Kinshasa est un acte symbolique et l'accompagnement du vice-ministre de l'Éducation nationale et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de transformer le Congo. Motivant sa décision de son adhésion à la DTC qu'il estime être orientée vers la transformation de la bonne gouvernance publique, du savoir-vivre, la création d'emplois pour la jeunesse, l'encadrement de jeunes filles, le vulnérable sans discrimination, le sens de côte de Théodore Kazadi Moïla, président du parti, mais aussi son humilité. À l'issue de cette démarche, Marcel Mbumba a également appelé les ressortissants du Grand Kasaï et l'ensemble du Congo à s'impliquer politiquement au sein de la DTC, évoquant la nécessité d'un leadership structurant pour la province et le pays. À vous, Excellence Kazadi Wamidimu, pour votre sens élevé, votre simplicité et dévouement de bien servir la République et toute la nation entière. Aux uns et aux autres, suivons le guide.
je jure de prendre un engagement sincère et serment de suivre la politique mise en pratique par l'excellence Théo Kazadi Mouaïla. Le gouverneur de la province de l'Atchopo, de retour aux affaires, destitué il y a quelques jours par l'Assemblée provinciale, Paul Lendongolia vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle. Son retour a été salué par la population. À sa descente d'avion, le gouverneur Paul Lendongolia Babonga est salué par le vice-gouverneur Didier Lomoyo Ikekou à la tête du comité restreint d'accueil. Ensuite, ce sont les honneurs en fanfare du détachement de la police nationale congolaise, suivi de l'accueil des officiels, membres du gouvernement provincial, autorités politico-administratives et diverses, responsables religieux et ceux des partis politiques. Enfin, le bain des foules sur une bonne centaine de mètres. Le gouverneur de la Tchopo revient d'un séjour presque forcé à Kinshasa, réhabilité par la Cour constitutionnelle à la suite de la motion de défiance de l'Assemblée provinciale. Fort de sa légitimité rétablie, Paul Lendongolia Babonga se veut rassembleur des institutions et de la population tchopolaise autour du président de la République et l'intérêt de la Tchopo. Je remercie notre justice et particulièrement la Cour constitutionnelle qui a dit le bon droit. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de faire la paix. Je pense qu'on a connu un moment de turbulence et la Tchopo particulièrement n'a pas besoin de ça. Nous sommes une province trop exposée. C'est le temps pour nous de se mettre ensemble, de coaliser nos forces pour regarder à la même direction. Les chefs de l'État ne cessent de faire appel aux acteurs politiques que nous sommes à prendre conscience et à l'accompagner pour sa vision. Sa vision, c'est la stabilité et la paix. De l'aéroport, le cortège provincial s'ébranle jusqu'au centre-ville avec comme point de chute le gouvernorat. Ici, Paul Lendongolia Babonga a des mots justes pour assurer Tchopolaises et Tchopolais. L'heure n'est pas à la division. Députés provinciaux, gouverneurs de province, population, tous ont intérêt à collaborer dans l'unité pour le bien de la province de la Tchopo. C'est l'essentiel de la communication du gouverneur de province, Paul Lendongolia Babonga, à la population venue spontanément l'accueillir. Une nouvelle ère débute pour la province de la Tchopo. La CBFC Gombe entre dans la nouvelle année avec un message d'espérance. Hier dimanche, lors du premier culte de l'année, le révérend André Gédon Bokundoa a dévoilé le thème de 2026, Vivre la bonne nouvelle. La célébration, marquée par une sainte scène, a rassemblé le fidèle de cette église. Plus de précision dans ce reportage de José Dimoune Kenem et Narcisse Makani. Pour marquer l'entrée dans la nouvelle année, la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC Gombe, a ouvert l'année 2026 avec un culte dominical spécial. Au cours de ces tout premiers cultes de l'année, le pasteur révérend Dr André Gédon Bokundoa Bolikabe a dévoilé le thème spirituel qui va devoir conduire tous les fidèles tout au long de cette année 2026. Vivre la bonne nouvelle, c'est le thème retenu devant une assemblée nombreuse et attentive. Ces pasteurs a exhorté le fidèle à incarner et propager la bonne nouvelle, non seulement par le parole, mais surtout par les actes dans leur famille, leur communauté et dans la société en général. Le message du jour s'est appuyé sur Luc 4, 18 à 19, rappelant la mission du Christ et par extension
C'est fini pour ce journal de la mi-journée, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Cédric Kenin, réalisé par Patrick Bopouille et Maxime Androukoua.